Nous sommes à Longevity, aux Assises Bien Vieillir au Havre 2022, et nous allons parler de la liberté dans les EHPAD avec Sabrina Alberac qui dirige la société Arbitrium. Bonjour Sabrina. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter puis présenter Arbitrium. Avec plaisir. Donc, je suis Sabrina Alberac, je suis docteur en santé publique, sociologue du vieillissement et depuis 4 ans et demi, je dirige l'entreprise sociale Agreesus qui s'appelle Arbitrium, qui veut dire le libre arbitre en latin. Et Arbitrium est né d'une recherche que j'ai pu réaliser au sein de l'INSERM sur le respect du droit au choix et du droit au risque des personnes âgées. Et cette implication, en tout cas dans le secteur de la gérontologie, est née il y a de nombreuses années maintenant. Je suis fille d'aide-soignante et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des choses assez extraordinaires qui se passaient dans les EHPAD, mais aussi des choses un peu moins glorieuses aussi. Et je me suis toujours dit qu'un jour je ferais quelque chose à mon échelle, et j'ai continué dans ce domaine-là jusqu'à mener cette recherche, puis ensuite à créer Arbitrium sur les résultats de cette thèse. Arbitrium sert à mesurer la liberté des résidents dans les EHPAD. Avant de savoir le comment, ce qui me plairait de savoir, c'est pour vous, c'est quoi la liberté dans un EHPAD? Ça va jusqu'où en fait? Pour moi, les personnes âgées sont des individus à part entière. Donc il n'y a pas de liberté spécifique aux personnes âgées, il n'y a pas de stigmatisation sur cette liberté. La liberté des personnes âgées, c'est exactement la même liberté que n'importe quel citoyen à part entière. Et la liberté, elle peut prendre plusieurs formes. Je suis personnellement à la rencontre d'un peu plus de 250 personnes âgées justement pour leur poser la question, leur demander qu'est-ce qui compte pour vous. D'accord, vous êtes parti de la notion de la liberté des résidents. C'est ça. L'objectif, c'est d'aller un peu à contresens de ce qui se fait habituellement. Vous allez avoir des experts, des sachants. Oui, qui vont vous dire à la place de... Ouais. Tout à fait. Parce qu'elles sont en capacité de dire ce qu'elles pensent et qu'elles ont énormément de choses à dire quand on leur laisse l'espace et quand on a la méthodologie aussi pour recueillir cette parole. Ce qui n'était pas le cas, en tout cas, jusqu'à présent. Dans la liberté, vous êtes partie des résidents. Votre logiciel fonctionne comment? Enfin, c'est un logiciel, j'imagine, et il fonctionne comment? Alors, c'est pas un logiciel, c'est juste c'est une plateforme numérique. C'est-à-dire, la différence avec un logiciel, c'est que là, on n'a pas besoin, en tout cas, d'une installation. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les directeurs d'établissement ou les équipes. Du coup, ça fonctionne juste avec une connexion, une inscription. Et ensuite, on a accès en fonction de son rôle, donc qu'on soit résident, proche d'un résident ou professionnel, à la plateforme. Alors effectivement, il y a 3 rôles différents sur cette plateforme parce que chacun a accès à un questionnaire spécifique en fonction de son rôle. L'objectif... Oui, alors le questionnaire peut être rempli à la fois par le résident, la famille, enfin, l'entourage, et le personnel de l'EHPAD. Exactement, en sachant bien que... C'est marrant, parce que des fois il doit y avoir des différences d'appréciation. C'est énorme, c'est ça qui nous intéresse, ce sont les écarts de perception. Ah oui, pour faire prendre conscience aux gens que la liberté n'est pas forcément la même définition de l'un des autres. J'aimerais bien vous donner un exemple, par exemple quand on interroge les résidents sur l'annonce des décès. Donc, vous avez fréquenté d'autres résidents pendant quelques mois, voire quelques années, et d'un seul coup, paf, la chambre est vide et un autre résident arrive sans que forcément que l'annonce du décès ait été faite. Vous imaginez la violence que peut ressentir un résident. Donc, on interroge les résidents sur cette annonce des décès. On interroge également les professionnels et on interroge les familles. Souvent, les familles nous disent je ne sais pas. Effectivement, c'est l'acteur le plus éloigné de la structure. Les résidents vont nous dire non, c'est vrai qu'on n'est pas prévenu. Et parfois, on a une perception des professionnels qui vont nous dire oui, à 100%, les résidents sont prévenus. Et nous, notre travail, c'est de s'interroger sur cet écart de perception. Pourquoi? Et c'est souvent très simple. C'est que là, par exemple, les professionnels, effectivement, ils sont de bonne foi en le disant. C'est juste qu'ils annoncent le décès dans la revue des résidents, qui n'est lu que à peine par 10% des résidents, voire moins, et effectivement, cette annonce des décès n'est pas faite. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir aussi donner des actions positives qui permettront justement de diminuer cet écart de perception et surtout de rendre accessible cette annonce au décès aux résidents qui le souhaitent. Donc derrière, après, vous aidez l'EHPAD à comprendre les différences et à mettre en place des actions ou des prises de conscience, des formations, je sais pas. Alors effectivement, on ne va pas encore jusqu'à la formation, même si c'est une de nos volontés. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait toujours une restitution orale de l'ensemble des résultats. Donc on a à la fois des résultats qui sont statistiques, puisqu'on a des questions fermées avec des modalités de réponse, mais aussi de nombreuses questions ouvertes, puisqu'on a dans notre équipe à la fois des épidémiologistes et des sociologues qui vont analyser le discours des personnes âgées, des proches et des professionnels. Donc on a vraiment des données qui sont très précieuses et très sensibles. Grâce à toutes ces données, nous on fait une restitution
restitution orale qui dure environ 1h30 en présence des directeurs d'établissement, de leurs équipes, des proches et des résidents. Et on va débattre des résultats. Prendre un petit peu de recul sur ces résultats aussi avec beaucoup de pédagogie parce que c'est un moment aussi qui peut remettre en question quelques années de pratique professionnelle, donc il faut faire très attention à ça, mais c'est un moment d'échange surtout où chacun se dit mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on impose des protections urinaires alors que les personnes sont en capacité d'aller aux toilettes par exemple, c'est une des questions qu'on pose et parfois les professionnels vont nous dire ça a toujours été comme ça dans l'établissement, mais c'est vrai qu'on peut peut-être faire autrement. Donc c'est juste une prise de recul aussi. Et ce moment de restitution orale, il est très important. Et ensuite, effectivement, on fait des préconisations d'actions positives. Et ces actions positives, elles sont à 80% à coût constant, donc pour ne pas impacter le budget des établissements. Et surtout, elles sont à la fois en fonction du diagnostic de l'état des lieux de notre démarche qui s'appelle Libre jusqu'au bout de sa vie, et aussi en fonction des caractéristiques de l'établissement, parce qu'on ne va pas vous faire les mêmes préconisations si vous êtes en milieu rural ou urbain ou selon le niveau de dépendance moyen de vos résidents par exemple. Comment réagissent les directeurs d'EHPAD que vous contactez? Parce que quelque part, en fait, vous leur mettez le nez sur les possibles dysfonctionnements qu'ils ont. Est-ce que certains vont dire non, je ne veux pas le savoir? Est-ce qu'il y a un déni? Comment est-ce qu'ils réagissent? Alors, on ne nous a jamais dit « je ne veux pas le savoir ». Il y a plutôt deux catégories effectivement de personnes. Vous allez avoir les directeurs qui vont dire oh, « c'est hyper intéressant ce que vous faites, c'est essentiel, mais ce n'est pas notre priorité ». C'est plutôt comme ça. Et puis vous avez la deuxième catégorie. Version soft de réforme. Version soft, effectivement. Et vous avez la deuxième catégorie de directeurs, donc là qui effectivement voient tout l'enjeu de l'outil. C'est-à-dire que c'est effectivement un outil qui va aider à la transparence parce qu'aujourd'hui on en a besoin encore plus avec les crises qui viennent de s'accumuler, que ce soit avec les crises concernant un grand groupe d'EHPAD ou avec la crise sanitaire par exemple. Un besoin effectivement de transparence, de redonner confiance et aussi de redonner du pouvoir d'agir. Parce que pouvoir répondre et pouvoir obtenir la parole des personnes âgées, des proches et des professionnels, c'est aussi donner du pouvoir d'agir sur son environnement. Et ça, c'est essentiel aussi. Depuis l'affaire, on va dire Fossoyeur comme ça, vous voyez un regain d'intérêt pour votre approche? Alors effectivement, oui. J'imagine que certains qui se sont bien comportés, entre guillemets, ne veulent pas être assimilés aux autres, donc en fait pourraient aller venir vous voir, venir des solutions telles que le vôtre pour dire à côté, mais moi chez moi ça se passe bien. C'est ça. Alors on a vraiment, là aussi on a deux types d'utilisateurs, on va dire, de cette démarche. On a ceux qui effectivement savent déjà qu'il y a des freins en tout cas au respect des libertés dans leurs établissements et qui ont une réelle envie de progresser en travaillant avec leurs équipes et les résidents à cette progression. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des personnes qui ont envie de montrer qu'ils font différemment. Que depuis des années, ils n'ont pas attendu effectivement l'affaire des Fossoyeurs pour faire autrement. Et ils ont envie de valoriser aussi le travail de leurs équipes, mais aussi tous les bienfaits de leur projet sur la qualité de vie des résidents. J'aurais dû poser la question avant, mais la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut avoir des exemples de manque de liberté? Oui. Oui, il y en a effectivement. Nous, on passe beaucoup de temps dans les établissements et finalement, il y a encore des choses, moi, qui... Alors, pas forcément de ce qui existe, mais donner des exemples, juste sans le rattacher à la situation qui peut exister, des exemples de manque de liberté. C'est quoi, par exemple? Un exemple de manque de liberté, c'est par exemple un EHPAD qui a les portes qui sont fermées avec des digicodes et dont les codes des digicodes ne sont pas donnés aux personnes âgées. C'est aussi par exemple des visites ou des horaires qui sont imposés pour visiter les résidents aux proches. Des horaires qui disent par exemple vous ne pouvez venir qu'à partir de l'après-midi parce que le matin il y a les soins et puis après il y a le repas, donc vous ne pouvez venir qu'à partir de 14h. Donc on est vraiment dans... Est-ce que vous allez jusqu'à dire les résidents doivent pouvoir manger à n'importe quelle heure, à l'heure qu'ils souhaitent? Alors nous, on ne dit rien, on demande aux résidents en fait, on leur pose la question. Donc en fait, c'est quand vous demandez aux résidents, je veux dire en fait, comment ça fonctionne? Il y a un référentiel au bout d'un moment que vous apprenez, moyen de tous les EHPAD, ou est-ce que chaque EHPAD est en sorte en vase clos et en fait fonctionne par rapport à sa propre situation, sa propre perception des différents acteurs? Vous avez un socle commun
parce que nous, ça nous permet d'avoir aussi une comparaison de données d'établissements les uns par rapport aux autres. Et vous avez ensuite une possibilité, effectivement, d'ajouter des questions ou un module particulier sur un établissement, par exemple, qui a vraiment une problématique sur, effectivement, la liberté d'aller et venir et qui aimerait qu'on pousse davantage sur cette question-là. On peut tout à fait travailler avec l'établissement et ajouter des questions sur cette thématique, par exemple. Au niveau des cultures, par exemple, si on prend un EHPAD en Alsace, par exemple, et un EHPAD à Nantes, la culture, les valeurs sont quand même différentes. Même si on est dans un même pays, c'est quand même très différent. Les réponses par rapport à la liberté risquent d'être différentes, pourraient être différentes. C'est pour ça que nous, on ne donne pas de réponse. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, par exemple sur l'horaire des repas, par exemple, ou l'horaire des soins. Voilà. On va demander aux personnes, pouvez-vous choisir vos horaires de soins ? Pouvez-vous choisir vos horaires de soins? Donc les personnes vont nous répondre et ensuite on demande, aimeriez-vous changer ces horaires de soins? Et parfois, dans certains établissements, les résidents sont tout à fait satisfaits des horaires qui sont imposés aussi par l'établissement. Alors est-ce que c'est par habitude? Est-ce que finalement leur rythme est devenu le rythme de l'établissement? Mais en tout cas, ils sont satisfaits de cette situation. En revanche, par exemple, quand on pose la question sur les décès et qu'ensuite on leur dit, souhaiteriez-vous être au courant ou avoir accès à cette annonce de décès et qu'on a 80% de résidents qui nous disent oui, on voit bien qu'il y a une transformation à effectuer dans l'établissement et qui n'est pas complexe. C'est vraiment juste une question de communication ou d'angle de communication aussi. Les personnes qui remplissent le questionnaire le font de manière anonyme ? Tout à fait, tout est complètement anonyme du côté des professionnels, des proches et des résidents. Et d'ailleurs, c'est très important, au tout début d'Arbitrium, pendant nos tests, effectivement, on demandait, et pour aucune raison d'ailleurs, puisque de toute façon, on n'utilisait pas le prénom et le nom de la personne, mais on lui demandait au début. Et on a de nombreuses personnes âgées qui nous ont dit, mais non, moi je ne veux pas répondre, si on a mon nom, on va pouvoir me retrouver. Et si je critique, et bien évidemment, il y a une peur aussi des retombées qu'il pourrait y avoir, puisque si on critique la structure, les personnes qui travaillent dans la structure, c'est celles qui partagent notre quotidien aussi. Et idem pour les professionnels et la direction d'ailleurs. Donc tout est vraiment anonymisé à 100%. Je ne sais plus, on a posé la question dans l'émission ou en préparant, je ne sais plus, mais tant pis, on va leur poser. Est-ce qu'il y a un profil des directeurs qui sont le plus enclins à utiliser votre système ? Alors, on a, déjà, je peux vous le dire, par rapport au statut juridique aussi, on a comme une grande majorité d'établissements qui sont publics ou associatifs. Dans la démarche libre jusqu'au bout de sa vie. Mais on a aussi quelques établissements de groupes privés, plutôt des petits groupes. Donc on est plutôt sur des groupes de taille moyenne ou de petits groupes. Du côté des directeurs, on a vraiment des profils qui sont des profils dans l'innovation, dans un besoin de transformation et surtout d'ouverture de l'établissement vers l'extérieur. Et je peux même vous le dire, un des derniers groupes qui a signé avec nous, on avait justement été en coworking dans leur EHPAD pendant 1 an. Donc c'est-à-dire qu'on a fréquenté les professionnels, les résidents qui venaient dans nos bureaux, avec qui on discutait. Et ça a été un moment magnifique. Et n'importe qui, c'est pas n'importe qui accueille aussi une jeune entreprise sociale dans ses locaux et qui ouvre ses portes complètement en toute transparence sur ce qui s'y passe, encore plus quand c'est une entreprise qui travaille sur le respect des libertés. Ça en prend un peu de recul avec votre expérience. Comment est-ce que vous jugez la liberté dans les EHPAD à l'heure actuelle ? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait 30 ans par exemple qu'on parle du droit au choix et du droit au risque. On le voit bien, le droit au risque, c'est encore une notion qui est méconnue ou qui fait énormément peur. C'est-à-dire que les personnes âgées ne doivent pas prendre trop de risques. Les personnels aussi, les professionnels ont peur aussi de prendre des risques pour les personnes âgées. Et on voit bien effectivement, il y a quand même des directions qui ont plus de souplesse. On le voit avec la crise sanitaire. Certains ont dit stop, bas les masques, peu importe les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les injonctions de l'ARS par exemple. Et on voit que ce sont les établissements qui s'en sont le mieux sortis sur la crise sanitaire. On a d'ailleurs un module dans Libre jusqu'au bout de sa vie sur la crise sanitaire et les conséquences. Et on le voit bien qu'effectivement, il y a eu moins de conséquences négatives dans les établissements qui ont été plus souples sur les règles que ceux qui les ont respectées à 100%. C'est une question de liberté par rapport aux règles. J'imagine pour les directeurs d'EHPAD, de liberté par rapport aux risques qu'ils peuvent prendre. Parce que si on laisse libre sortir des gens et qu'il arrive un problème, après on vient chercher le directeur de l'EHPAD aussi. Donc en fait, c'est une question de... C'est une question d'équilibre. C'est vrai qu'on parle souvent de la liberté versus la sécurité. Effectivement, la liberté et la sécurité sont en tout cas deux obligations qui doivent être respectées dans les établissements. Donc, et la liberté est parfois un petit peu oubliée aussi par certains au profit de la sécurité.
Mais vous avez effectivement des directeurs qui arrivent à jongler. Et nous, c'est ça aussi notre expertise aujourd'hui, c'est qu'on a 130 établissements dans la démarche libre jusqu'au bout de sa vie. Et maintenant, on peut vraiment associer des caractéristiques d'établissement à des leviers du respect des libertés. Et on peut donner des indications aussi aux établissements qui ont envie d'aller vers ce chemin d'un meilleur respect des libertés. Super. Une conclusion? En conclusion, eh bien, si vous avez envie de montrer effectivement que vous faites différemment, si vous avez envie de progresser, mais avec les résidents et pas uniquement en pensant pour les résidents, si vous avez envie d'afficher votre différence, si vous avez envie effectivement d'avoir un outil qui est simple d'utilisation et de redonner la parole aux principaux acteurs d'un EHPAD ou d'une résidence autonomie, contactez Arbitrium, on sera là pour vous aider avec grand plaisir. Merci Sabrina. Je rappelle que vous êtes Sabrina Alberac, la présidente de Arbitrium.